Comment quelques secondes de perte de concentration peuvent-elles entraîner autant de chaos? Restez à l'écoute. Le matin du 15 juin 2006, deux pilotes de TNT Airlines se sont retrouvés dans la salle d'équipage à l'aéroport de Liège, en Belgique, pour préparer deux vols de fret routinier, allant vers Londres, Stansted, puis Édimbourg. Ces vols n'étaient pas les premiers pour aucun des pilotes cette nuit-là. Ils avaient tous deux effectué d'autres vols séparés plus tôt dans la soirée, mais avaient maintenant été associés pour les deux derniers. Et ils étaient probablement impatients de les terminer le plus rapidement possible pour se reposer dans leur chambre d'hôtel à Édimbourg. Ils étaient tous deux des pilotes de fret expérimentés, donc travailler la nuit n'était pas nouveau pour eux, mais cela ne facilitait pas vraiment les choses. En buvant leur café à la table de briefing, ils ont commencé à consulter les prévisions météo pour leur destination et alternatives. Et à première vue, ça avait l'air plutôt correct. On prévoyait à Stansted des vents légers avec une visibilité de plus de 10 km et des nuages épars. Mais il y avait une prévision temporaire indiquant que la visibilité pourrait chuter jusqu'à 8 km avec des nuages fragmentés à 1000 pieds et même une probabilité de 30% de brouillard à 4500 mètres et des nuages fragmentés à 700 pieds. Quant aux prévisions pour le Royaume-Uni, ce n'était pas si mal. Et même dans le pire des cas, cela serait parfaitement atterrissable. Et en continuant de vérifier leurs options, le constat était très similaire. Nottingham East Midlands semblait bien, avec seulement une légère possibilité que la visibilité tombe à 8 km, et il en était de même pour Liverpool et Birmingham. En général, ils ont observé qu'une crête de haute pression dominait le temps sur les îles britanniques, ce qui apportait un temps assez stable comme semblaient également le confirmer les prévisions. Mais lorsqu'ils ont commencé à consulter les avis aux aviateurs, NOTAMs, ils ont vu que l'aéroport de Stansted effectuait des travaux sur la piste et avait donc désactivé le système d'atterrissage aux instruments pour la piste en service 05. Et ils avaient également déplacé le seuil de quelques centaines de mètres sur la piste. Il est assez courant que ce type de travaux soit effectué pendant la nuit, lorsque la densité du trafic est faible. Dans ce cas, cela signifiait qu'un type spécial d'approche guidée par radar, connu sous le nom de SRA ou approche radar de surveillance, était disponible à la place de l'ILS. C'est un type d'approche non précise, où le contrôleur aérien indique au pilote comment diriger et descendre afin de percer les nuages et voir la piste. Et comme c'est une approche non précise, cela signifie également qu'elle nécessite une visibilité et une base de nuages nettement meilleures pour pouvoir être effectuée. Les NOTAMs pour East Midlands, Birmingham et Liverpool semblaient bons. Mais parce qu'il y avait une petite possibilité que le temps puisse descendre en dessous des minimums pour cette approche SRA à Stansted, l'équipage a décidé de prendre 2 tonnes de carburant supplémentaire afin de pouvoir tenir et attendre une éventuelle amélioration. Maintenant, juste pour te donner une idée, le 737-300 qu'ils s'apprêtaient à faire fonctionner consomme environ 40 kg par minute. Ce carburant supplémentaire leur donnerait près de 50 minutes de temps d'attente en plus. Maintenant, cela est généralement plus que suffisant pour voir s'il y a une tendance à l'amélioration du temps et aussi pour commencer à chercher des alternatives possibles. S'il n'y en a pas, compte tenu du temps et des travaux en cours à Stansted, ce carburant supplémentaire aurait été plus que prudent. Après le pré-vol, le pilote a annoncé le carburant final 7500 kg au total. Puis ils ont commencé à se diriger vers l'avion pour parler au chef de chargement et aussi pour commencer à préparer le vol. Ils ont décidé que le commandant de bord serait le pilote aux commandes pour le premier tronçon, ce qui signifie que le copilote serait pilote. Surveiller et prendre soin de toute la communication ATC, un rappel crucial pour ce qui est sur le point d'arriver. Alors, qui étaient ces deux pilotes? Eh bien, le commandant de bord avait 42 ans, le même âge que moi en fait. Et il avait une expérience totale de un peu plus de 8300 heures, dont environ 4000 heures de vol sur ce Boeing 737 qu'il s'apprêtait maintenant à piloter. Son expérience totale comprenait également 4000 heures en tant qu'ingénieur de vol et il avait été promu commandant de bord seulement 4 mois avant ce vol. Le copilote avait 35 ans et avait une expérience totale de moins de 1700 heures. Il avait pensé la plupart de ce temps sur le type d'appareil qu'ils allaient piloter, ce qui signifie qu'il n'était pas nouveau, mais pas très expérimenté non plus. De plus, le commandant de bord parlait très bien anglais, tandis que la maîtrise de la langue du copilote était plus limitée, mais aucun d'eux n'était locuteur natif. Une fois à l'avion, le commandant de bord est allé dans le cockpit pour vérifier l'état technique de l'appareil, tandis que le copilote a simplement déposé son sac et est ensuite sorti pour effectuer le tour de l'appareil.
L'avion était un superbe Boeing 737-300 qui avait été construit en 1987. Il avait ensuite été converti en avion cargo en 2004 et il était en bon état technique général. Il était équipé de 2 moteurs turbofan CFM 56.3 Bravo qui sont en général des moteurs très robustes et résistants. Quelque chose que nous verrons bientôt. Maintenant, je reviendrai sur des informations plus techniques concernant cet avion plus tard. Mais quand le commandant de bord a consulté le carnet de bord ce soir, rien ne lui a vraiment sauté aux yeux. Le chargement de la cargaison a pris un peu plus de temps que prévu. Pendant que l'équipe chargeait, le commandant a fait le point sur le départ et les pilotes ont complété les procédures et listes de contrôle avant le vol. Rien ne semblait anormal. Vers 3 heures du matin UTC, ce qui correspondrait à environ 5 heures, heure locale, le copilote a demandé à démarrer les moteurs. Et bientôt, ils ont commencé à rouler en direction de la piste 2-3 gauche. Ils ont complété la checklist avant le décollage, comme ils l'avaient fait des centaines de fois auparavant, et à 3h12, le commandant de bord a appuyé sur les boutons TOGA et l'avion a commencé à accélérer sur la piste. Le décollage s'est déroulé normalement et ils ont rapidement viré à droite en direction du nord-ouest vers London Stansted. Ce devait être un vol assez court, donc il n'a pas fallu longtemps avant que le copilote quitte la fréquence pour commencer à vérifier la météo pour leur destination. Presque tous les aéroports ont une fréquence VHF séparée pour diffuser les informations météo, l'état des pistes et d'autres renseignements opérationnels importants. Cette diffusion est connue sous le nom d'Automatic Terminal Information Service ou ATIS et elle est normalement mise à jour toutes les 30 minutes à 20 et 50 minutes après chaque heure. Toute nouvelle information reçue se voit attribuer un code alphabétique permettant au pilote de savoir rapidement s'il y a des mises à jour. Et la version que le copilote a reçue était l'information Québec, qui indiquait un temps raisonnablement bon avec une visibilité de 6 km. Mais dès qu'il est revenu sur la fréquence opérationnelle, on leur a demandé de passer à Essex Radar à la place, qui est le radar d'approche pour London Stansted. Et le contrôleur là-bas les a rapidement informés qu'une nouvelle information, Romeo, venait d'être émise. Maintenant, la raison de cette nouvelle mise à jour était que la visibilité avait chuté à 4900 mètres dans la brume et qu'un certain brouillard avait été observé se déplaçant vers l'aéroport. Ce qui signifiait que la portée visuelle de la piste d'atterrissage RVR avait déjà chuté à seulement 1000 mètres. Vous vous demandez peut-être comment la prévision, qui n'avait que quelques heures, a pu manquer quelque chose comme ça. Et c'est une bonne question. Le bureau météorologique expliquerait plus tard qu'une masse de nuages dominante sur cette zone aurait dû agir comme une couverture, gardant la chaleur piégée en dessous et s'assurant que la température ne tombe pas en dessous du point de rosée, qui est le point où l'humidité tombe et forme du brouillard. Le problème était cependant qu'il y avait de grands trous dans cette masse de nuages, provoquant une radiation de chaleur dans certaines zones, créant instantanément du brouillard là-bas. Et c'est probablement ce qui s'était passé à Stansted. Maintenant, j'ai moi-même travaillé à London Stansted pendant environ 2 ans et demi. Et avec cette expérience, je sais que tout brouillard temporaire prévu autour de Londres peut très bien se transformer en brouillard dense. Nous transportons donc souvent du carburant supplémentaire, ce que ces gars avaient heureusement aussi fait. Le commandant de bord, qui à ce moment-là avait été informé de l'approche SRA prévue, a écouté ce nouveau bulletin météorologique et a conclu que puisque l'approche SRA nécessitait au moins 2000 mètres de visibilité sur la piste, il ne pourrait même pas commencer l'approche. Mais il a également pensé que puisque le lever du soleil était attendu à tout moment, le soleil pourrait dissiper le brouillard, augmentant suffisamment la visibilité pour rendre l'atterrissage possible. Il en a discuté avec son copilote et ils ont tous deux convenu de demander une attente au-dessus d'un point appelé Laurel, où ils surveilleraient les éventuels changements de météo et commenceraient également à planifier ce qu'il faudrait faire si ces améliorations n'arrivaient pas. C'est précisément pourquoi le carburant supplémentaire dans ce cas est si précieux. Il s'agit principalement de gagner du temps supplémentaire et dans les situations opérationnelles délicates, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Le copilote a transmis la demande de maintien à Essex Radar, qui leur a immédiatement répondu de simplement continuer leur trajectoire d'arrivée vers Laurel, puis d'entrer en attente là-bas à 6000 pieds, ce qu'ils ont fait à 3h50 UTC. 5 minutes après, le copilote a informé le contrôleur qu'il restait environ 35 minutes de carburant. Il savait aussi que la météo à Stansted empirait au lieu de s'améliorer. Dans une telle situation, il est primordial d'établir rapidement un plan de secours. Un plan bien fait signifie qu'une diversion n'augmentera pas beaucoup la charge de travail.
Pendant l'attente, il faut contacter la compagnie pour connaître ses préférences sur la déviation. Considérez la météo pour les alternatives et préparez le briefing pour l'approche vers celle-ci. Un briefing abrégé peut donc être utilisé en cas de déviation effective. Maintenant, au moins une partie de cela semblait être ce que l'équipage a également fait. Mais rappelons que le commandant de bord n'occupait le siège de gauche que depuis environ 4 mois. Il s'agirait donc de sa première déviation. Cela signifie qu'il n'avait pas beaucoup de routine pour ce genre de situation. L'équipage a essayé de joindre leurs opérations en utilisant leur Aircraft Communication, Addressing and Reporting System, ACARS, mais ils n'ont pas obtenu de réponse initialement. Ils ont donc contacté la fréquence opérationnelle de Stansted sur leur deuxième radio pour leur demander d'appeler Liège et obtenir des conseils sur où dérouter. Maintenant, même si c'est en fin de compte le choix du commandant de bord de décider où il souhaite dérouter, s'il y a de nombreuses alternatives possibles, il est toujours bon de demander à la compagnie leurs préférences, puisque des choses comme l'organisation du transport de marchandises peuvent varier beaucoup en complexité d'un aéroport à l'autre. La compagnie est rapidement revenue et a informé les pilotes qu'elle préférerait qu'ils se déroutent vers East Midlands, ce que les pilotes ont également confirmé. Ils ont ensuite consulté leur système de gestion de vol et, à 4h05, ils ont informé le contrôleur radar d'Essex d'un nouveau temps maximum de maintien de 35 minutes supplémentaires, ayant brûlé un peu moins de carburant que prévu. Le contrôleur est revenu et leur a demandé de le prévenir quelques minutes à l'avance s'ils avaient l'intention de dévier, car il aurait besoin de temps pour se coordonner avec le secteur des East Midlands. Le copilote a répondu qu'il garderait cela à l'esprit et a demandé au contrôleur s'il avait les dernières informations météo pour East Midlands et Liverpool. L'Essex Radar ne donne normalement jamais cette information, car c'est l'une des fréquences les plus occupées de Londres. Malgré la nuit, le contrôleur a décidé de les aider en raison du faible trafic. Quelques minutes plus tard, il est revenu et leur a dit que le temps commençait également à se gâter à East Midlands. La piste en service était la piste 09 avec une visibilité de 2000 mètres, dans la brume, avec des nuages dispersés à 200 pieds et fragmentés à 300. Pas génial du tout. Le temps à Liverpool était bien meilleur avec une visibilité de plus de 10 km et des vents légers. Les pilotes ont donc discuté de leurs options. Et comme le temps ne montrait aucune tendance à s'améliorer à Stansted, ils ont rapidement décidé de dévier tôt vers East Midlands. Ainsi, ils garderaient une partie du carburant supplémentaire, qui servirait pour une autre déviation vers Liverpool s'ils ne pouvaient pas atterrir à East Midlands. C'est exactement ce dont je parlais auparavant concernant le carburant supplémentaire. S'ils avaient dû dévier avec un minimum de carburant, ils n'auraient même pas essayé East Midlands puisque le temps y était assez mauvais. Mais maintenant, ils pouvaient au moins essayer de satisfaire la compagnie tout en gardant la possibilité de poursuivre vers Liverpool. Dans 99 cas sur 100, ce serait une très bonne chose, mais dans ce cas, cela s'avérerait être très mauvais. Maintenant, avant de me plonger dans l'incroyable séquence d'accidents de ce vol, il y a quelques systèmes techniques dans le Boeing 737-300 dont vous devez être conscient pour que le reste de cette histoire ait un sens. Premièrement, il y a le pilote automatique. Il y a désormais 2 pilotes automatiques indépendants à bord, tous deux requis pour une approche extérieure de catégorie 3 par l'équipage. C'est nécessaire car les 2 pilotes automatiques se surveilleront mutuellement et en cas de défaillance de l'un d'eux, ils se déconnecteront tous les deux et l'atterrissage automatique ne sera plus possible. Il existe aussi de multiples autres systèmes redondants requis pour cette approche. Retenez que les 2 pilotes automatiques doivent fonctionner et qu'il y a plusieurs vérifications que le système doit effectuer pendant l'approche pour s'auto-surveiller. Le dernier moment où les 2 pilotes automatiques peuvent être engagés est à 800 pieds au-dessus du sol pour un autoland. L'autre chose que vous devez savoir sur le système de pilote automatique, c'est qu'il peut être engagé en mode commande. C'est là où le pilote automatique pilote l'avion, selon les modes sélectionnés par le pilote sur son panneau de contrôle tels que le cap, la sélection, l'approche, la vitesse verticale, etc. Ou il peut être engagé dans quelque chose connu sous le nom de direction à volant. Comme son nom l'indique, la direction à volant est un mode d'automatisation inférieure où l'autopilote maintient essentiellement toute entrée que le pilote fait sur ses volants de contrôle. Par exemple, si je tire le manche en contrôle manuel jusqu'à ce que l'avion ait une inclinaison de montée de 10 degrés, puis que je lâche, le pilote automatique maintiendrait simplement cette inclinaison. Il en va de même pour le Roll Now. Le Control Wheel Steering a peut-être été utile autrefois, mais il est presque jamais utilisé aujourd'hui. Mais elle a toujours une fonction importante.
vous voyez si le système de pilote automatique ne sait pas quel mode le pilote souhaite utiliser. Il reviendra donc par défaut à la direction du volant jusqu'à ce que le pilote sélectionne un mode de tangage et de roulis. Cela peut se produire si le pilote automatique est soudainement déconnecté, puis reconnecté par exemple, et ce point mérite d'être retenu. Maintenant, l'autre système dont je veux parler est le système hydraulique. Presque tous les composants plus importants qui doivent être déplacés, l'avion le fait à l'aide de l'hydraulique et par conséquent, il y a 3 systèmes hydrauliques différents disponibles pour la redondance. Ces systèmes, appelés système A, système B et système de secours, sont tous connectés aux caractéristiques les plus critiques nécessaires, comme certaines commandes de vol telles la gouverne de direction. Mais dans d'autres cas, 1 ou 2 systèmes seulement sont impliqués. Dans le cas de l'extension et de la rétraction du train d'atterrissage, cela est géré uniquement et exclusivement par le système A. Et la logique derrière cela est que ce n'est pas vraiment critique de rentrer le train tant que les 2 moteurs fonctionnent, puisque le système A est alimenté par la pompe entraînée par le moteur. Le moteur numéro 1 à gauche possède un système spécial permettant au fluide du moteur droit d'aider à rentrer le train d'atterrissage en cas de panne du moteur gauche. Mais dans les autres situations, le train d'atterrissage restera en position basse si le système A est perdu. L'extension du train d'atterrissage reste possible par gravité, activée par 3 manettes d'extension d'urgence sous une trappe dans le cockpit. Si une extension manuelle du train d'atterrissage est requise, une liste de contrôle spéciale QRH doit être suivie et les manettes tirées selon cette liste. Si vous faites cela, cela libérera les blocs de montée du train d'atterrissage qui tombera en chute libre et se verrouillera en position. Le système hydraulique A est le seul à activer certains spoilers de vol, ce qui peut affecter le taux de roulis sans lui, ainsi que les inverseurs de poussée sur le côté gauche et quelques autres choses. Oh, et une autre chose technique. Les jambes de train d'atterrissage principal sont conçues de manière à se détacher de l'aile si une force trop importante leur est appliquée. La raison en est qu'elles risqueraient sinon d'endommager gravement l'aile à laquelle elles sont fixées. Et c'est aussi bon à se rappeler. À 4h19, le copilote a informé le radar d'Essex qu'il voulait commencer leur déviation vers East Midlands. Il a aussi demandé si le contrôleur pouvait transmettre une demande pour la piste 2.7 au lieu de la piste 0.9, car la piste 2.7 était équipée d'une approche de catégorie 3 qui pourrait être nécessaire si le temps se dégradait davantage. Le contrôleur est revenu et a dit que East Midlands était déjà en train de changer pour cette piste pour cette raison précise. Et il a ensuite autorisé Quality 3 2-5 novembre à quitter la retenue, monter au niveau de vol 100 et se diriger vers un point R navigation appelé VELAG. Il a également informé l'équipage que le touchdown RVR d'East Midlands était maintenant de 400 mètres, avec 650 mètres au point médian et 900 mètres dans la zone d'extrémité. Il ne faisait donc aucun doute que le brouillard était maintenant également arrivé à leur alternative et qu'ils devraient absolument effectuer une approche de catégorie 3. Maintenant, j'ai mentionné les approches de catégorie 3 plusieurs fois jusqu'à présent. Il est peut-être temps d'expliquer un peu plus ce que cela signifie réellement. Un système d'atterrissage aux instruments qui est un réseau qui envoie des signaux électroniques depuis une antenne de localisateur et de pente de descente au sol pour guider l'avion vers la piste et la zone de toucher peut essentiellement être piloté en utilisant 3 qualités différentes. La forme la plus simple est ce que nous appelons une approche de catégorie 1. Dans ce cas, il n'y a pas beaucoup d'exigences opérationnelles, à part le fait que le localisateur et la pente de descente doivent fonctionner correctement, et que l'avion est équipé pour recevoir et afficher ces signaux. Ce type d'approche permet à l'avion de descendre à environ 200 pieds au-dessus de la piste et nécessite une RVR d'au moins 550 mètres pour permettre aux pilotes de voir la piste autant qu'ils en ont besoin afin de piloter manuellement l'avion et d'atterrir. Mais si le temps est pire que cela, certains aéroports sont équipés pour offrir également des approches de catégorie 2 et 3 qui permettent des descentes jusqu'à 100 et même 50 pieds respectivement, et avec des visibilités aussi basses que 300 ou même 200 mètres. Cependant, cela s'accompagne de nombreuses conditions supplémentaires. Premièrement, l'aéroport doit avoir des protections électriques pour garantir une source de secours dans un délai donné après une coupure. De plus, la zone autour de la piste doit être dégagée d'obstacles sur une plus grande distance que pour une opération de catégorie 1. Et il y a de nombreuses autres choses également.
Et en ce qui concerne l'avion, il doit également être certifié pour les opérations de catégorie 2 ou 3. Cela inclut, comme je l'ai mentionné précédemment, 2 autopilotes distincts, 2 sources électriques distinctes, 2 systèmes hydrauliques ou plus, ainsi que quelques autres choses. En plus de cela, les pilotes ont besoin d'une certification spéciale pour effectuer ces approches, qui sont généralement opérées en tant qu'atterrissage automatique, ce qui signifie que l'avion lui-même atterrit et les pilotes deviennent simplement des moniteurs pour s'assurer que le système fonctionne. Ils devront, bien sûr, interrompre l'atterrissage si certains critères ne sont pas respectés. Désormais, la formation se déroule dans des simulateurs reproduisant diverses pannes. Mais peut-être que le point le plus important soulevé lors de cette formation est que n'importe qui peut demander une remise des gaz à n'importe quel moment. Et que nous devrions être très prêts à effectuer une remise des gaz, car il pourrait ne rester que quelques secondes pour réagir si quelque chose tourne vraiment mal. Les pilotes, l'avion et la piste 2-7 des Midlands étaient qualifiés pour les approches de catégorie 3 lors de ce vol. Cependant, le commandant de bord étant novice, ce serait sa première réelle catégorie 3 depuis son poste de commandement. Chez TNT, le commandant de bord effectuait toujours les approches de catégorie 3, ce qui était le cas sur ce vol, puisqu'il était le pilote en fonction. Mais cela signifierait également que le copilote devrait continuer à surveiller de près tout et également gérer toutes les communications ATC. Alors que l'avion commençait à monter vers le nord pour la très courte déviation vers East Midlands, il est rapidement devenu évident que les pilotes n'avaient pas utilisé le temps en attente pour se préparer pleinement à cette déviation. Le commandant de bord a demandé au copilote de trouver la plaque d'approche pour l'aéroport d'East Midlands. Mais cela a fini par prendre pas mal de temps parce qu'ils étaient enregistrés sous Nottingham East Midlands et non sous East Midlands. Cela rendait le briefing d'approche un peu plus précipité que d'habitude. Et il est possible que cela ait eu une certaine influence sur ce qui allait bientôt se passer. Vous voyez, dans des circonstances normales, nous, les pilotes, passons un peu de temps dans le briefing, insistant sur la nécessité absolue de stabiliser entièrement une approche de catégorie 3 avant de la poursuivre. Mais il est difficile de voir comment ces pilotes auraient eu le temps d'insister vraiment sur ce détail particulier. Quoi qu'il en soit, ils ont rapidement été transférés au contrôle de Londres, sur la fréquence 130,925, pendant que le commandant de bord terminait son briefing d'approche. Le nouveau contrôleur leur a demandé de tourner à droite sur un cap de 360 degrés et de descendre au niveau de vol 40. Ensuite, on leur a dit de contacter l'approche d'East Midlands, et lorsqu'ils l'ont fait, on leur a dit de prendre le cap 005 degrés vecteur pour la piste ILS 27, information kilo, RVR 350, 700, 400, Ils se rapprochaient maintenant de l'approche. Ils ont donc commencé à ralentir l'avion, à déployer les volets et se sont préparés à s'établir sur l'approche. Tout semblait parfaitement conforme au plan. Le contrôleur leur a maintenant demandé de descendre à 3000 pieds avec un QNH de 1023. Et il a confirmé que tous les éclairages de l'aéroport étaient allumés pour un atterrissage catégorie 3. Il les a ensuite autorisés à descendre à 2000 pieds et a signalé que le localisateur est établi sur leur cap actuel. Le copilote a répété toutes ces instructions et bientôt le Boeing 737 a capté le faisceau localisateur et a commencé à tourner en direction de l'aéroport. Dès que le contrôleur a été informé, il les a autorisés à poursuivre la descente avec l'ILS et les a basculés sur la fréquence de la tour 124,0. Désormais, en vol avec un ILS de catégorie 3, le moment optimal pour enclencher les pilotes automatiques est après la sélection du mode approche. Cela se fait normalement après réception de l'autorisation d'approche, ou comme ici, lorsque vous êtes autorisé à descendre avec l'ILS. Pendant que le copilote passait à la nouvelle fréquence de tour, le commandant de bord a armé le mode approche et a activé le second pilote automatique en mode commande, préparant ainsi les automatismes pour l'atterrissage à venir. Lorsque le copilote a contacté la tour, il a été immédiatement accueilli par le contrôleur qui leur a autorisé l'atterrissage sur la piste de 7. Il a également donné le vent comme étant du sud-est 2 nœuds et avec des RVR de 350, 500, 350. Le copilote a répété l'autorisation d'atterrissage, puis le commandant de bord a demandé les volets à 40 et que la checklist d'atterrissage soit complétée. Ils étaient maintenant complètement stabilisés sur l'approche. Mais alors que l'avion descendait le long de la pente de descente, quelqu'un au quartier général en Belgique avait soudainement changé d'avis. Il s'avère qu'il serait en fait préférable que l'avion atterrisse à Liverpool et non à East Midlands. Mais comment transmettre rapidement ce message à l'équipage? Une personne a contacté la tour de contrôle d'East Midlands pour demander au contrôleur aérien de transmettre un message à l'équipage. C'est donc ce qu'ils ont aussi fait.
Pendant ce temps, dans le cockpit, les pilotes surveillaient de très près leurs instruments. L'une des exigences pour un autoland est qu'une alerte de phare soit affichée, confirmant que l'avion est prêt à effectuer la manœuvre de phare lui-même, et cette confirmation se fait normalement lorsque l'avion passe les 500 pieds en descente. Le copilote se préparait à faire cet appel quand soudain le contrôleur de la tour est intervenu sur la fréquence avec le message suivant 325 novembre. J'ai reçu pour instruction de votre autorité opérationnelle que vous n'êtes pas autorisé à atterrir ici. Vous pouvez envisager une remise de gaz. Cet appel est arrivé juste au moment où le copilote a entendu l'avion annoncer 5 cents, ce qui l'a incité à annoncer volette à 500 pieds armés, conformément aux procédures de l'entreprise. Cela signifiait aussi qu'il a complètement manqué l'appel du contrôleur aérien. De plus, l'appel du contrôleur était inhabituel, avec un indicatif incomplet, ce qui pouvait dérouter une personne dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Mais le commandant de bord avait au moins entendu une partie du message. Il n'était désormais plus sûr si l'appel avait réellement été pour eux, et aussi s'ils étaient toujours autorisés à atterrir. Et comme il a remarqué que le copilote avait complètement manqué l'appel, il a maintenant décidé de répondre et d'obtenir cette confirmation lui-même. Ce serait plus rapide que d'essayer de l'expliquer au copilote. Mais le commutateur de transmission ATC du côté du commandant de bord est situé à l'avant de la partie gauche du manche à balai, comme une gâchette de pistolet. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser votre index pour appeler le contrôle aérien, tout en utilisant votre pouce pour déconnecter le pilote automatique ou ajuster le trim de l'avion. Tous ces commutateurs sont là pour permettre au commandant de bord de les actionner de la main gauche, sa main droite étant occupée par les leviers de poussée. Maintenant, c'est une configuration très intelligente, mais cela signifie aussi qu'il suffit d'une seule mauvaise impulsion du cerveau, surtout sous stress, pour que la main utilise le mauvais doigt. C'est exactement ce qui s'est passé maintenant. Alors que le commandant de bord voulait transmettre sa requête sur la fréquence, il a appuyé sur le bouton de déconnexion du pilote automatique, déconnectant immédiatement les deux pilotes automatiques, accompagné du ton d'avertissement associé dans le cockpit. La chose intellectuellement et procéduralement correcte à faire ici aurait été de simplement faire un tour. Les procédures TNT étaient très claires sur ce point. Tout problème avec le pilote automatique en dessous de 1000 pieds devrait entraîner un contournement immédiat. Mais au lieu de cela, le commandant a eu un réflexe instinctif de simplement remettre les deux interrupteurs du pilote automatique en position pour les réengager. Mais comme mentionné, il était seulement possible de connecter les deux pilotes automatiques au-dessus de 800 pieds. Ce qui s'est donc passé, c'est que seule la commande A s'est engagée. Il a tenté d'engager la commande B, déconnectant la commande A et connectant la commande B. Pendant qu'il s'en occupait, sa main restait posée sur le côté gauche du manche à balai. Et il a finalement réussi à transmettre « Vous parlez à 325 novembre » sur la fréquence. Le contrôleur a probablement réalisé qu'il avait été inapproprié de transmettre ce message opérationnel à un avion si proche de l'atterrissage. Il a simplement répondu « 325 novembre, autorisé à atterrir ». Vous souvenez-vous de ce que ferait l'autopilote s'il était soudainement déconnecté puis reconnecté? Oui, les pilotes n'avaient pas reconfirmé le mode qu'ils souhaitaient. Il est donc revenu à la direction par le manche à balai. Et pendant que le commandant de bord manipulait les pédales du pilote automatique et parlait au contrôle aérien, il avait probablement, sans le vouloir, introduit une légère inclinaison à gauche avec sa main gauche, ainsi qu'une légère montée en tangage. Cela signifiait que l'avion commençait à virer doucement à gauche, s'écartant du localisateur et déviant au-dessus de la pente de descente. Le copilote avait évidemment remarqué le signal de déconnexion de l'autopilote. Mais au lieu de demander immédiatement un nouveau tour comme il aurait dû, il a plutôt essayé de donner les instructions du commandant de bord sur la manière de continuer à suivre les signaux ILS. Cela aurait été tout à fait approprié lors d'une ILS normale, mais absolument pas lors d'une approche de catégorie 3. Il a crié « One dot high », puis en français « Il faut qu'on descende ». Il est important de se rappeler que tout cela se passait en dessous de 500 pieds, avec l'avion qui approchait rapidement de la piste. Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais il est probable que le commandant de bord a réagi instinctivement à l'indication de descente du copilote en exerçant une légère force vers l'avant sur le manche à balai. Cela a immédiatement provoqué une augmentation du taux de descente passant d'environ 650 pieds par minute à près de 1500. Un taux de descente extrêmement élevé pour la phase d'approche en cours. À environ 230 pieds, le commandant de bord a de nouveau activé le mode d'approche, indiquant qu'il devait avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais cela n'a pas fait beaucoup de différence.
Peu après, l'alarme de proximité du sol s'est déclenchée en avertissant « Taux de descente, tiré vers le haut ». Et en même temps, le commandant de bord a levé les yeux et a vu comment son pare-brise se remplissait soudainement d'herbe devant lui. Il a immédiatement appuyé sur les boutons Toga pour initier la remise des gaz. Mais à ce stade, l'avion n'était qu'à environ 18 mètres du sol. Et avec un taux de descente si élevé, il était impossible d'arrêter immédiatement la descente. Le nez de l'avion commençait à peine à monter quand son train d'atterrissage principal a heurté l'herbe à environ 90 mètres à gauche du seuil de la piste 2-7. À ce stade, leur cap était d'environ 262 degrés. Et après environ 13 mètres, les roues ont commencé à s'enfoncer dans le sol en raison du poids immense de l'avion. La roue avant a aussi touché le sol brièvement, et ce, rapidement. Le train d'atterrissage principal droit s'était enfoncé presque 25 cm dans la terre, tandis que le train gauche commençait en fait à se soulever un peu à nouveau. La force qui agissait maintenant sur le train d'atterrissage principal droit est rapidement devenue trop forte. Et au lieu de commencer à déchirer le réservoir de carburant droit et de potentiellement endommager gravement l'aile, les goupilles fusibles de ces deux pivots ont simplement cassé comme prévu. Le train d'atterrissage a été projeté vers l'arrière, endommageant violemment les volets de bord de fuite en passant, puis il a été projeté vers le haut, passant juste en dessous de la rangée de fenêtres bloquées et à quelques mètres de la surface stabilisatrice horizontale. Lorsque le support du train d'atterrissage droit a disparu, l'avion a viré vers la droite, s'enfonçant d'abord sur le capot du moteur droit et bientôt l'extrémité de l'aile droite a également commencé à racler le sol. C'était probablement aussi proche qu'un avion peut l'être d'une boule de feu. Mais par un certain miracle, il a maintenant commencé à monter en piqué, soulevant son train d'atterrissage sévèrement endommagé alors qu'il s'élevait. Dans le cockpit, ces secondes signifiaient un chaos total. Le copilote pensait que le commandant de bord n'agissait pas assez énergiquement pour remettre l'avion en l'air, alors il a crié « remise des gaz » plusieurs fois et a finalement aussi commencé à tirer sur son manche à balai pour remettre l'avion en l'air. Il a aussi vérifié que les niveaux de poussée étaient à leur maximum. Et il est probable que ces actions ont effectivement aidé à éviter un désastre immédiat puisque l'avion se dirigeait à ce moment-là droit vers une antenne radar au sol. Après quelques secondes étourdies, une fois que l'avion était de nouveau en l'air, le commandant de bord a repris ses esprits et a crié « J'ai les commandes » pour s'assurer qu'ils ne luttaient pas tous les deux contre les entrées de l'autre, ce que je pense était vraiment important. Il est bien trop courant dans des situations désastreuses comme celle-ci que les deux pilotes essaient de résoudre le problème et commencent à agir l'un contre l'autre, alors que ce qui est vraiment nécessaire, c'est de l'ordre et le respect des zones de responsabilité et des procédures. Ensuite, ils ont voulu rentrer le train d'atterrissage et les volets. Mais en essayant de lever le train, le klaxon d'avertissement de sécurité s'est déclenché et ils ont constaté que le train restait immobile. Ils ont ensuite essayé de rentrer les volets, mais tandis que le volet de bord de fuite gauche a commencé à se rétracter jusqu'à environ 32 degrés, celui de droite est resté bloqué à 40 degrés à cause de ces graves dommages. Cela a entraîné le blocage par l'unité électronique des volets de tous les mouvements des volets de bord de fuite afin d'éviter la formation d'un important décalage entre les volets. Si cela n'avait pas été fait, cet avion serait probablement devenu impossible à contrôler. Quelqu'un dans le cockpit a armé l'interrupteur de volet alternatif qui, s'il avait été utilisé, aurait forcé les volets à bouger avec le moteur de secours électrique. Peu importe les positions, mais les pilotes ont décidé de ne plus tenter d'autres changements de configuration, heureusement. Dans la tour, le contrôleur n'avait rien vu de tout cela à cause du brouillard dense. Il a entendu l'avion faire le tour, mais il n'était pas sûr s'il l'avait fait à cause de ses instructions précédentes ou à cause du temps. Il les a donc appelés, disant « Quality 325 novembre, j'entends que vous avez fait le tour, et était-ce à cause de la raison que je vous ai donnée ou à cause du temps ?» Le copilote a répondu « Nous avons touché le sol et demandons une attente. » Avec toutes sortes de signaux d'alerte qui retentissent encore en arrière-plan. Le contrôleur n'a pas répondu à cela, mais seulement quelques instants plus tard, les pilotes ont de nouveau appelé et demandé une déviation vers Liverpool, à quoi le contrôleur leur a dit de monter à 4000 pieds tout en expliquant le message opérationnel qu'il avait reçu plus tôt lors de l'approche. Pas très utile ici, mais il n'avait toujours aucune idée de ce qui venait de se passer. Mais le superviseur de la veille ATC, qui s'occupait également de la fréquence d'approche dans ces Midlands et qui avait entendu ce premier message de l'équipage, pensait que cela sonnait plus que suspect. Il a principalement réagi lorsque le pilote a dit « attendez », pensant qu'il pourrait être en difficulté.
Il était donc préparé quand, à 4h43, le commandant de bord est intervenu sur la fréquence avec le message suivant « Quality 3, 2-5 novembre, Mayday, Mayday, Mayday ». Nous avons de sérieux problèmes. Nous devons maintenir 3000 pieds avec un train d'atterrissage non verrouillé et des soucis de volet. Nous avons un niveau de carburant bas, 3000 kg. Et nous avons besoin que vous nous dirigiez vers un aérodrome ou un appareil qu'Avoca déclare une urgence totale. Et il ne fait aucun doute qu'ils étaient vraiment en grande difficulté ici. L'arrachement du train d'atterrissage a également déchiré les conduites hydrauliques du système A. Et cette rupture s'est produite au-dessus des fusibles hydrauliques qui auraient normalement contenu la perte de fluide hydraulique. Ainsi, le système a été complètement vidé jusqu'au tube de trop-plein dans le réservoir. Cela impliquait que le reste du train d'atterrissage ne se relèverait pas non plus. Et si vous combinez cela avec le fait que les volets presque entièrement déployés étaient toujours sortis, cela signifiait qu'ils brûlaient maintenant presque 2 fois plus de carburant qu'ils ne le feraient normalement, et c'était lors de leur deuxième déviation de la nuit. Ils étaient maintenant à moins de 40 minutes de l'épuisement total de leur carburant. Et comme si cela ne suffisait pas, les volets asymétriques donnaient également à l'avion une légère tendance au roulis vers la gauche. Le train d'atterrissage déployé avait aussi heurté la porte de la soute arrière, déclenchant une alerte. Imaginez cela après 10 heures de service, vers 5 heures du matin. Après l'appel d'urgence, le contrôleur d'approche a demandé à son collègue de la tour de transférer rapidement l'avion sur sa fréquence, ce qui fut fait. Et en même temps, à bord de l'avion en détresse, le copilote essayait de parcourir toutes les nombreuses listes de contrôle non normales QRH associées à leurs nombreux défauts. La liste de vérification sur laquelle il a passé le plus de temps était celle de l'extension manuelle du train d'atterrissage. Mais peu importe combien de fois vous tirez sur la poignée droite, le train d'atterrissage ne voulait tout simplement pas redescendre. Et bien que nous sachions pourquoi c'était le cas, eux ne le savaient pas. Le commandant de bord a rapidement décidé d'arrêter la checklist pour se concentrer sur le pilotage de l'avion et le poser au sol le plus vite possible. Je suis un grand fan de l'achèvement des checklists, mais cette décision était probablement très judicieuse. Vous voyez, les checklists d'urgence sont faites pour des défaillances individuelles et peuvent se mêler les unes aux autres lorsqu'un événement catastrophique comme celui-ci en déclenche plusieurs. Dans ces scénarios, il est important de revenir à la règle d'or de l'aviation, qui est piloter, naviguer, communiquer. Et c'est ce que le commandant de bord faisait maintenant. C'était également particulièrement important dans cette situation, où il avait également des difficultés de contrôle de vol et très peu de carburant à épargner. Le contrôleur aérien a confirmé que l'avion se trouvait à 8 miles à l'ouest de East Midlands et leur a permis de maintenir une altitude de 3000 pieds. Il leur a également ordonné de tourner à gauche sur un cap de 230 degrés pour le guidage radar. Piste 1-5 à Birmingham, où la météo était désormais annoncée comme très bonne. Les pilotes ont confirmé avoir une autonomie maximale de 35 minutes. Et ils ont également répété toutes les différentes pannes qu'ils rencontraient. Et ont demandé aux contrôleurs de bien vouloir confirmer qu'ils auraient tous les pompiers les attendant à Birmingham. Le contrôleur leur a dit que oui, absolument, il le ferait. Et il les a ensuite transférés au contrôleur d'approche de Birmingham, qui continuerait à les diriger vers la piste 1-5. Mais voici le prochain problème. Il s'avère que le système d'atterrissage aux instruments de Birmingham avait subi une maintenance pendant la nuit. Et une fois cela fait, quelqu'un avait oublié de reconnecter l'antenne de la pente de descente. Donc, quand le contrôleur d'approche a tenté de l'activer, ça n'a pas marché. Il a informé les pilotes de ce problème et leur a proposé soit de voler une approche non précise uniquement localisatrice, soit une approche SRA guidée par radar, similaire à ce qui leur avait été proposé à Stansted. Mais le commandant de bord a répondu qu'il voulait un ILS complet, ce que je comprends tout à fait. Dans une situation comme celle-ci, la dernière chose que vous souhaitez faire est d'effectuer une approche plus compliquée que nécessaire. Heureusement, le vent était très léger, donc le contrôleur leur a proposé un ILS pour la piste 3-3 à la place, où la pente de descente fonctionnait, même si cela signifiait 20 milles nautiques de plus à voler. L'équipage a vite vérifié le niveau et la consommation de carburant, puis a accepté la proposition. Le contrôleur a poursuivi en demandant combien de personnes se trouvaient à bord, ce qui est une procédure standard à demander dans tout type d'urgence, et le copilote a confirmé qu'ils n'étaient que 2, mais il a également remarqué que leur cargaison comprenait des marchandises dangereuses sous forme de glace sèche et de pyrotechnie. Cette journée ne devenait certainement pas plus facile pour quiconque.
Alors qu'il continuait à être dirigé vers le sud, le contrôleur a également réalisé quelque chose. Un hélicoptère de police survolait le centre de Birmingham pour contrôler le trafic. Peut-être pourrait-il aider à vérifier l'état du train d'atterrissage? Il a demandé aux pilotes s'ils voulaient que la police vérifie et ils ont accepté. Il les a légèrement tournés plus à gauche pour les rapprocher un peu plus de l'hélicoptère et de ses caméras. C'était une excellente idée, même si cela faisait aussi passer l'avion endommagé au-dessus de parties plus peuplées de la ville, ce qui est normalement à éviter, mais bon. Lorsque l'avion est passé devant l'hélicoptère, les policiers ont pu confirmer via leur caméra que le nez et le train d'atterrissage gauche semblaient abaissés et verrouillés, mais ils n'ont pas pu voir le train droit. Confirmant les indications que les pilotes avaient déjà dans le cockpit, c'était évidemment une très mauvaise nouvelle, mais il est toujours préférable d'avoir plus d'informations que moins. Nous avons des procédures spécifiques pour atterrir avec un train d'atterrissage partiellement rentré. Avec cette confirmation, le copilote pouvait maintenant lire la liste de contrôle qui incluait des instructions sur l'atterrissage et la gestion des pompes à carburant et des freins de vitesse après l'atterrissage. Sur cette base, l'équipage a fini un bref briefing d'approche à 4h59. Ils ont de nouveau demandé au contrôleur approche de confirmer que les pompiers étaient prêts et en attente, ce qu'ils étaient. Et 1 minute plus tard, le contrôleur a autorisé le vol Quality 3 de 5 novembre à atterrir piste 33. Le commandant de bord a commencé à suivre l'ILS vers la piste, cette fois avec l'aérodrome bien visible devant lui. Maintenant, il y avait évidemment très peu de modifications de configuration nécessaires, car le train d'atterrissage restant était toujours sorti, ainsi que les volets endommagés. Cependant, selon la checklist d'atterrissage avec un train non verrouillé, les aérofreins ne devaient pas être armés pour l'atterrissage. Afin de garder l'aile sans le train d'atterrissage levé aussi longtemps que possible, et les pompes à carburant devaient être éteintes juste avant l'atterrissage. Le commandant a positionné l'avion un peu à gauche du centre de la piste, car il savait qu'il commencerait à dévier vers la droite dès que le capot du moteur droit toucherait le sol. Et quand il a atterri, il l'a fait vraiment doucement, attendant le plus longtemps possible pour laisser tomber l'aile droite. Tout cela a été parfaitement exécuté et à 6h02, l'avion s'est finalement arrêté complètement sur la ligne centrale de la piste 3-3 et avec l'avion en un seul morceau. Une fin fantastique à un véritable cauchemar de vol. Permettez-moi de prendre un moment ici pour souligner la robustesse pure du Boeing 737 et surtout de ses moteurs CFM56. Après l'arrachement du train d'atterrissage droit à East Midlands, le moteur droit s'est enfoncé directement dans le sol. Même s'il avait aspiré beaucoup d'herbe et de terre, non seulement il est resté fixé, mais il a aussi continué à fonctionner parfaitement pendant encore 30 minutes. Et il en allait de même pour le reste de l'avion également. Incroyable. Pour commencer, personne ne comprenait vraiment l'ampleur de cet accident. Dans les Midlands, il y avait encore du brouillard, et après le premier rapport des pilotes annonçant qu'ils avaient touché le sol, une inspection de la piste a été effectuée sans trouver le moindre débris. Ce n'est que plus tard qu'un avion en train de rouler a signalé qu'il semble y avoir une jambe de train d'atterrissage qui dépasse de l'herbe à côté de la piste. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Le rapport final était extrêmement bien rédigé et a pointé plusieurs facteurs ayant causé cet accident. Par exemple, même si le vol a été effectué dans les limites du temps de service, la fatigue était très probablement un facteur. De plus, c'était la première fois que le commandant de bord effectuait une diversion et une véritable approche catégorie 3 depuis le siège de gauche. Et le temps était bien pire que prévu, ce qui a probablement augmenté la charge de travail. Il a aussi été jugé inapproprié que le contrôleur ait choisi de transmettre un message opérationnel à l'équipage pendant une phase très critique de l'approche. Et c'est en fait ce message qui, juste pour une fraction de seconde, a fait perdre au commandant de bord la conscience de la situation et commettre les erreurs qui ont finalement conduit à cet accident. Mais la principale leçon du rapport était que les pilotes auraient dû effectuer une remise de gaz lorsque ces erreurs ont été commises. Plus précisément, le copilote, qui était le pilote surveillant, aurait dû demander à faire un tour au lieu d'essayer d'aider le commandant de bord à stabiliser à nouveau l'approche. Les procédures de l'entreprise étaient très claires là-dessus, et parce qu'il a été constaté que l'accident s'est produit en grande partie parce que les pilotes n'avaient pas suivi ces procédures déjà établies, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles recommandations faites. L'entreprise a été invitée à revoir ses procédures opérationnelles standards, en clarifiant pour ses pilotes quand effectuer une remise des gaz, et que n'importe qui pouvait l'appeler. Et l'UKCAA a mis à jour leurs directives pour les contrôleurs sur quand il était approprié de transmettre des messages opérationnels.
quelque chose sur lequel ils avaient déjà travaillé avant cet accident. Maintenant, si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas à rejoindre mon équipe Patreon en utilisant le lien ci-dessous. J'organise régulièrement des réunions Zoom avec mon équipe où nous discutons de tout et de rien. C'est un peu comme prendre un café tranquille entre amis. C'est génial. Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant nos produits ou simplement en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne. Chaque petit geste compte. Passez une excellente journée où que vous soyez et à la prochaine fois. Au revoir.